il y a ce premier baiser, je rentre chez moi et en fait, très vite, je lui envoie un texto pour lui dire: «On se revoit demain, j'ai besoin d'aller» enfin, je comprends pas tout ce que je ressens là. C'est assez nouveau pour moi d'être autant emballée. J'ai toujours eu des relations assez mesurées où je prenais le temps, où justement je gardais le contrôle. Là, tout s'emballe très vite et voilà, j'ai envie de le revoir pour essayer de voir si j'ai toujours enfin, ces sentiments, ils sont bien là, si je me suis trompée. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Céline est une jeune étudiante brillante, déterminée et bosseuse. Pour autant, elle manque de confiance en elle. Elle jongle pendant toutes ses études avec ses doutes et ses remises en question permanentes. À 27 ans, Céline est à Paris, elle a un job, elle se sent hyper forte et indépendante, elle ne veut pas d'homme dans sa vie. Quand un jour, elle reçoit un message d'un ancien camarade de Sciences Po qui lui propose de boire un café. Ce café va bouleverser sa vie, mais pas seulement sa vie amoureuse. Ce café est le début du chemin vers l'épanouissement personnel de Céline, vers la révélation de sa fibre créative jusque-là refoulée au plan de hobby. Céline, c'est l'autrice du blog et du compte Instagram Les Copines, Kopines, et l'autrice à succès de 3 histoires illustrées, dont la dernière en date, Viens, on change de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, l'amour donne des ailes. Bonjour Céline. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Un petit peu stressée parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre un podcast. J'espère que ça va aller. Ouais, ça devrait bien se passer, j'ai pas trop de doutes. Je suis très heureuse, Céline, de te recevoir à mon micro aujourd'hui. C'est une auditrice qui m'a parlé de toi, de ton travail, de tes BD, de ton compte Instagram, et c'est comme ça que j'ai eu envie de t'interviewer, parce que j'aime beaucoup la façon dont tu abordes dans ta dernière BD « Viens, on change de vie », la question des rencontres notamment, la question du destin, que tu appelles toi peut-être l'univers. Plusieurs fois, tu fais référence à l'univers dans ta BD. Et j'ai bien aimé cette approche et ça m'a donné très envie de t'interviewer. Aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Nicolas, qui est ton mari aujourd'hui. Mais avant de nous lancer dans ce récit, Céline, et afin que les auditeurs et les auditrices de Crush puissent te découvrir, est-ce que tu es prête à relever le défi crushesque de te définir en 5 hashtags, s'il te plaît? Alors, je vais essayer. Zut, j'en avais noté 3. Je vais essayer d'improviser sur les 2 autres. C'est bien 3. Alors, le premier, je dirais que je suis sensible. C'est vraiment celui qui me caractérise le plus. Le deuxième, je suis impulsive. Ensuite, je dirais créative. Et après, pour les autres, c'est rigolo, c'est en écoutant un autre épisode de Crush, justement, que j'y ai pensé. La personne que tu as interviewée parlait de soleil, de lumière. Elle disait elle était très dépendante de la météo, de la luminosité. Je me suis dit, mais c'est exactement moi. C'est vrai que moi, je suis normande d'origine et je comprends pas, en fait, ces origines parce que moi, j'ai besoin de soleil et c'est pour ça que dans mon parcours, je ne fais que descendre dans le sud de plus en plus. Donc, je sais pas, peut-être que je dirais solaire ou en tout cas que la lumière du soleil a beaucoup d'impact sur moi. Lumino-sensible. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça existe. Pour les humains, je veux dire. Non, moi non plus. Mais je pense qu'il y a effectivement certaines personnes qui sont plus dépendantes que d'autres à la lumière du soleil et ça joue vraiment sur le moral, sur l'humeur, sur la façon aussi d'aborder les choses. Voilà. Et tu as dit hashtag créative. Forcément, ce hashtag me touche. Est-ce que tu saurais me dire en quelques mots ta relation, ton rapport à ta créativité? Quelle place ça a dans ta vie? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde dans ma bande dessinée. Je pense que j'ai toujours eu ce truc depuis que je suis toute petite de vouloir créer des petits objets, de dessiner, de faire des choses manuelles, mais que je l'ai aussi vite intégré comme quelque chose de pas sérieux, comme un loisir, et que c'était bien d'y accorder du temps, mais pas trop, comme si c'était une activité qui était pas vraiment noble. Surtout en grandissant. Donc très vite, j'ai mis un peu cette créativité au second plan
parce que voilà, il valait mieux travailler sur des choses un peu sérieuses. Et je me rappelle même à l'époque, quand je passais du temps sur mes dessins en cours d'art plastique, j'avais une petite pointe de culpabilité de bon, c'est bien, mais voilà, c'est pas trop sérieux. Vaut mieux se consacrer au français, à la philo, l'histoire, que sais-je. Donc, il a fallu que je me réconcilie avec cette part de moi en l'acceptant comme quelque chose, voilà, comme un cadeau. On peut parler de l'univers tout de suite, mais qu'il fallait, voilà, acceptable. C'est partie de ma personnalité, que c'était pas forcément moins valorisant que d'être bon en maths ou en français, parce que j'ai aussi fait des longues études et que voilà, il fallait aussi approfondir cette part de ma personnalité. Tu as un parcours en fait, on va dire, un peu, institutionnel, enfin, où tu as fait Sciences Po Toulouse, donc tu étais potentiellement destinée à un autre métier que celui d'artiste, ce que tu es aujourd'hui. Enfin destinée, en tout cas, c'était le chemin que tu avais pris à ce moment-là? Oui, oui, complètement, à l'époque, en fait, le «problème» entre guillemets, c'est que j'étais créative, mais j'étais aussi douée à l'école, donc j'avais des très bonnes notes et les professeurs voyaient ça comme un gâchis énorme que, de me laisser partir faire des études d'art plastique et en plus, il faut replacer les choses dans leur contexte. J'ai 43 ans, donc à l'époque, quand voilà, quand j'étais à l'école, il y avait pas tous les métiers du numérique qu'il y a aujourd'hui. Et en gros, quand on étudiait les arts, c'était pour être artiste. Donc il y avait cette image de voilà l'artiste un peu pauvre. Voilà, ça faisait pas rêver les parents, on va dire, comme carrière. Et donc on m'a pas forcément poussée dans cette voie-là. Et aujourd'hui, tu vis de ton talent, de ta passion, puisque tu es autrice et dessinatrice de BD. Oui, alors c'est assez récent, puisqu'avant je faisais toujours quelque chose à côté parce que j'avais peur de me lancer sans filet. Et puis il y avait vraiment ce truc en moi de non mais c'est pas vraiment sérieux, ou je suis autodidacte, un manque de confiance aussi. Hein, Un petit syndrome de l'imposteur. voilà. Parce que finalement, j'ai pas fait d'école d'art, et cetera. Mais ça, j'apprends vraiment aussi à le combattre et voilà, arrêter de toujours me rabaisser, et de me concentrer aussi sur les petites victoires que j'ai pour me dire: «OK, si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien, donc on arrête de s'auto-saboter et on avance». Donc oui, ça y est, je me présente d'ailleurs comme dessinatrice, c'est un énorme pas pour moi. Super, je suis trop contente. J'aime bien ce genre de retour d'expérience. Ça me fait plaisir qu'on arrive à dégommer ce syndrome de l'imposteur, surtout quand on est des nanas. Voilà, ça, c'est dit. Moi, j'ai adoré ta dernière BD, je l'ai dévorée en une soirée, donc j'invite d'ailleurs toutes les auditrices et tous les auditeurs, à aller faire un tour sur ton compte Instagram et à se la procurer. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Céline, me raconter, au moment où tu rencontres Nicolas, quel âge tu as, en quelle année on est et comment tu le rencontres la première fois? Dans quel contexte? À l'époque, donc quand je me rappelle vraiment bien de cette période, j'ai 27 ans, je vis à Paris, ça fait 2 ans que je suis à Paris maintenant, je suis rentrée d'Italie où j'avais tenté de travailler mais ça n'a pas marché et je pense que ce sont les meilleures années que j'ai vécues à Paris parce que voilà, je suis encore jeune, je commence à gagner de l'argent, j'ai beaucoup d'amis, je sors, je rencontre plein de monde et je pense que c'est les meilleures, circonstances, voilà, pour apprécier la capitale. Je sors d'une relation un peu compliquée avec, voilà, un garçon, avec qui ça se passait pas très bien, donc je suis très remontée, j'ai pas envie d'avoir un homme dans ma vie à ce moment-là. J'ai plutôt envie de papillonner et surtout, là, de me consacrer à mon travail, à mes amis. Je me sens très, très indépendante. J'ai pas besoin d'un homme. Voilà, c'est marrant, hein. Bah oui, mais c'est un peu, alors moi on appelle ça dans Crush le syndrome, bien dans tes baskets. C'est-à-dire que c'est quand tu es aligné et que tu es bien dans tes baskets, que la rencontre, comme par hasard, débarque. C'est vrai que c'est souvent comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je dis à des copines célibataires qui parfois sont un peu déprimées. Je leur dis: «Sois déjà bien toi et tu verras, ça viendra naturellement». Bon voilà, c'était le cas, mais j'étais pas du tout dans une optique de recherche d'une relation amoureuse ou, en tout cas pas à ce moment-là. Donc en fait, Nicolas, je le connais déjà. C'est ça qui est drôle. On s'est rencontrés à Sciences Po Toulouse et c'est comme si nos 2 univers avaient, voilà, gravité un peu en parallèle, mais sans jamais vraiment se rencontrer. L'image que j'ai de lui à Toulouse, c'est un garçon alors très gentil, très sportif, qui sort pas beaucoup, qui est vraiment plutôt porté sur le sport et il fait des sports de combat avec des noms un peu chelous. Genre il fait du Krav Maga, il fait du pancrace, du jiu-jitsu brésilien. Attends, ça veut dire que là, vous êtes à Paris, donc vous allez vous recroiser à Paris, mais il était étudiant avec toi à Sciences Po Toulouse et vous vous connaissiez un peu ou pas du tout de loin? Alors, on sait qui on est parce qu'on a des amis en commun,
En revanche, on se parle pas directement, en fait. C'est-à-dire que si on se croise, on se dit bonjour. Moi, je me dis que c'est un gars qui a l'air gentil. C'est marrant, ça contraste d'ailleurs parce qu'il a vraiment une tête de gentil et un premier abord comme ça, et il fait des sports de combat de malade. Donc quand même, c'est un peu bizarre. Et moi, quand je suis étudiante à Toulouse, ces années d'études ont été très libératrices pour moi, parce que je sortais aussi un peu voilà de problèmes familiaux et puis d'une vie que j'aimais pas forcément quand j'étais en Normandie. Et d'être à Toulouse, c'est ouais, voilà, c'est une libération, la culture, la vie étudiante. Moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde. Donc, on est assez différents en fait dans notre façon d'aborder ces années-là. Voilà, donc on se connaît. C'était juste pour replacer le contexte, mais à aucun moment je me suis imaginé que ça pourrait être quelqu'un qui rentrerait dans ma vie. Pas du tout. Et lui, pour en avoir parlé après, m'avait dit, bah moi je t'ai toujours trouvé très jolie et j'aimais bien parce que tu rigolais tout le temps, donc tu avais l'air hyper sympa. Mais voilà, et on était en couple chacun de notre côté aussi à l'époque, faut le repréciser. Donc voilà pour replacer le contexte. Et puis à Paris, il me le dira plus tard, mais lui s'est séparé de sa petite amie. Il est célibataire depuis plusieurs mois et en gros, il regarde un peu dans son répertoire des filles qu'il pourrait revoir. Et je fais partie de ces filles-là. Et il me recontacte, je crois qu'à l'époque c'est via Viadeo, donc c'est un vieux site type LinkedIn. Et je crois que je lui réponds même pas. Je sais pas, j'oublie, mais il lâche pas. Et il me recontacte via Facebook pour me proposer un café. Et moi à l'époque je me dis bah oui tiens pourquoi pas, c'est toujours sympa de savoir ce que sont devenus les anciens étudiants. Mais j'ai aucune attente, je me dis pas du tout que c'est quelqu'un avec qui je pourrais avoir un crush. Enfin, je me dis rien quoi. On arrive à trouver une date pour aller boire un café et le jour arrive et en fait, il y a une grève des transports et c'est compliqué pour se déplacer dans Paris. Donc moi, je lui écris en lui disant: «Écoute, tu veux pas qu'on reporte parce que là, j'ai pas envie, voilà, on n'habite pas du tout au même endroit, ça va être galère». Et lui me dit: «Non, non, en gros, il a trop attendu ce moment. On se retrouve dans un bar pas trop loin de chez toi, comme ça tu viens à pied et moi je me débrouille». Lui, en fait, il est en scooter, donc il peut se débrouiller. Et c'est comme ça qu'on prend ce premier café dans le 17e à Paris. Comment se passe ce café? Et ben c'est drôle parce que j'ai vraiment les images bien en tête. Moi, je m'installe à une table, je suis la première à arriver, ce qui est un peu normal quand on le connaît parce qu'il est toujours en retard. Et je regarde en fait l'entrée, c'est-à-dire que j'ai vu sur l'entrée du café. Je suis très détendue puisque comme je n'attends rien de particulier, c'est vraiment pour moi un café entre anciens copains. Puis il entre et je me rappelle me dire ah tiens il est pas mal. J'avais oublié qu'il était pas mal, qu'il était beau. Et puis, bah, il a une veste de scooter, vous savez, avec les épaulettes là un peu, donc ça lui fait une bonne carrure. Et voilà, il s'installe et tout de suite, c'est très naturel entre nous. On plaisante beaucoup. Ça se passe super bien. Et c'est vrai que pendant ce café, je me surprends à le détailler un peu, à regarder sous sa chemise ses bras, ses mains, voilà, à me dire qu'il est pas mal. Mais comme je l'avais jamais envisagé comme un petit copain potentiel, moi j'ai tendance à me freiner un peu, à me dire bon, je sais pas, j'attends de voir plus. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais il suscite quand même suffisamment de curiosité en toi pour, que tu te dises, «Ah potentiellement, il pourrait se passer quelque chose entre nous ou pas?» Oui, en fait, c'est au fur et à mesure, parce qu'on est resté quand même 3 heures à boire ce café, donc c'est long. Enfin, c'est long et pas long parce qu'on n'a pas vu le temps passer, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on est passé de «c'est juste un café entre anciens étudiants» à «Ah quand même, il y a un petit truc». En fait, c'est quelqu'un de très intéressant, qui parle beaucoup. Intellectuellement, j'aime bien, voilà, les idées qu'il évoque, donc je me laisse prendre, en fait, dans la conversation. Et je lui trouve en fait du charme, enfin plus le temps passe et plus je lui trouve du charme. Et vous vous quittez dans quel état d'esprit après ce café? Ce premier café? Bah, il est trop mignon parce qu'il me propose de me raccompagner en scooter et c'est assez romantique quand même de monter derrière quelqu'un en scooter dans Paris. Donc voilà, et je pense que lui à ce moment-là, était ouvert pour qu'on continue la soirée. Mais moi je suis complètement dans le contrôle de tout, donc ça me chamboule déjà beaucoup ce café, j'ai besoin de rentrer chez moi, de faire le point. Donc il me ramène et c'est moi qui voilà, qui coupe court un peu, à la soirée, parce que je sens qu'il s'est passé quelque chose, mais voilà, ça me chamboule, il faut que je fasse le point, avec moi-même.
Tu vas mourir ce que tu as ressenti, tu vas y réfléchir, tu vas y penser dans les jours qui suivent? Ah bah, oui, oui, j'y pense beaucoup et c'est bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais tout de suite, je sens que ça va être une relation très importante. Et à l'époque, je vois des gens, voilà, j'ai des aventures, qui sont pas sérieuses, mais je me dis: «Si jamais je me lance dans cette relation avec lui, en gros, il faut que j'ai fait le ménage autour de moi, il faut que je sois honnête et pas plusieurs relations en même temps». Je sens qu'il y a quelque chose et que ça va pas juste être une relation, comme ça et pourtant je pourrais pas expliquer pourquoi. C'est vraiment juste oui, une intuition et que c'est quelqu'un de très droit et qu'il faut pas que je fasse n'importe quoi aussi. Je sens que voilà, c'est si j'y vais, de manière honnête, Et c'est ce que tu vas faire? Tu vas faire le ménage? oui. Je vais faire le ménage pour que quand on se revoit, je sois, complètement, célibataire et qu'il y ait plus d'hommes qui gravitent autour. OK, mais vous communiquez pendant ce laps de temps? Peut-être des textos, je m'en rappelle plus trop. Oui, on reste en contact puisqu'on va décider de se revoir, mais je pense que voilà, moi je freine un peu le temps de faire, mon nettoyage. Tu savais pas du tout ce qu'il pensait lui à ce moment-là? Ou il avait été assez entreprenant pendant le rendez-vous? Non, c'est une bonne question, tiens, parce qu'il est assez timide, donc entreprenant, non. Après, je pense qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait qu'on se revoie. Parce que ça veut quand même dire que tu prends une décision de stopper tes autres relations, avec lui, pour tenter un truc avec lui, alors que tu ne sais absolument pas, enfin vous avez pas échangé sur, des intentions ou des sentiments, tous les 2. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense que c'est encore l'instinct. Je pense percevoir un peu comment il est et je sens très vite que chez lui, d'ailleurs c'est vraiment son trait de caractère, c'est, tout noir ou tout blanc et quand il se lance dans quelque chose, il y va à fond. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2007 et c'est rigolo parce que je fais le ménage, mais en même temps, je suis pas encore sûre de vouloir y aller à 100 parce que je suis voilà, il y a toujours ce truc de j'y vais pas. Moi, j'ai toujours un peu peur. Mais voilà, au moins je prépare le terrain pour que les choses, elles se fassent dans les meilleures conditions possibles. Et alors? Tu fais le ménage et tu dis: «Allez viens, on se revoit?» Et alors voilà, je sais plus comment on décide de se revoir, mais en gros, il me propose, d'aller prendre un verre, donc un deuxième verre et je crois que c'est ce soir-là que nous allons aller au restaurant. Il est tout mignon parce qu'il me dit: «Bah, j'ai réservé un restaurant, après». Il ose pas me dire le nom du restaurant. Il sait que j'adore la cuisine italienne et en fait, c'est un restaurant qui s'appelle La Romantica et il me dit: «Ça fait tellement cliché qu'on est là-bas». Et c'est un restaurant où, en gros, ils cuisinent les pâtes directement dans la meule de parmesan. Il m'a eu avec la cuisine, hein. On passe une super soirée et moi, j'ai un petit frein. J'ai l'impression moi, j'ai un caractère qui est vraiment, très fort et j'ai besoin, quand je suis en relation avec quelqu'un, d'avoir une personne qui met les limites et qui a aussi voilà, un caractère un peu affirmé. Et chez Nicolas, il y a vraiment cette ambivalence de faire des sports de combat très extrêmes, parce qu'il fait quand même du free fight, hein, faut pouvoir monter sur un ring. Quand tu le retrouves à Paris à ce moment-là, il est toujours dans ces sports-là? Il fait encore beaucoup d'entraînement, en revanche, il a arrêté les compétitions et à côté de ça, je sens c'est de la timidité, mais que j'interprète comme un excès de gentillesse et je me dis: «Le pauvre, avec moi, enfin, je vais le manger, quoi». Et donc c'est mon frein. Je me dis: «Non, je pense qu'il est trop gentil» et peut-être parce que j'ai peur, parce que je sens que potentiellement ça va basculer dans une relation très sérieuse et à mon avis, je freine aussi un peu, voilà, il y a ce truc de j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, j'essaye de l'analyser. Il y a des choses qui me plaisent, mais des choses, je me dis: «Ah, je suis pas sûre que ça va coller». Enfin bref, je me prends beaucoup la tête. Ce qui fait qu'à la fin, il me raccompagne chez moi et moi je me dis: «Bah, non, non, je suis pas sûre de mon coup. Je vais arrêter la soirée et je vais prendre le temps de réfléchir un peu parce que, voilà, je sais pas en fait, il me plaît, mais je sais pas». Et donc il me raccompagne et là, il tente de m'embrasser et je tourne la tête et c'est horrible. Moi, à sa place, j'aurais lâché, mais lui, en fait, il retente et cette fois, je me laisse faire et c'est vraiment, c'est hyper cliché de dire ça, mais au moment où il m'embrasse, je sens que toutes mes barrières tombent et que c'est vraiment le baiser, trop magique, trop mignon et c'est ce moment où je me dis: «Allez, on y va, on arrête de réfléchir, et on verra bien ce que ça donne». C'est marrant, j'ai plusieurs témoignages dans Crush, de ce type de baiser, révélateur. Tu sais, les baisers, qui changent tout. Oui, il y a comme une alchimie de nos corps à ce moment-là. Je pense que c'est un ensemble, d'odeurs, de sensations corporelles, il y a comme un côté d'avoir trouvé la personne avec qui, voilà, c'est vraiment différent physiquement.
Et je sens vraiment mon corps qui se relâche à ce moment-là. Je te dis, moi, j'ai vraiment tendance à être dans le contrôle tout le temps. Donc là, je me laisse aller. Je trouve ça fascinant de se dire que, il y a tant de choses qui se passent, dans les quelques secondes d'un baiser. Parce que grosso modo, en fait, ta décision, tu la prends à ce moment-là. Oui, et il y a un côté où il me pousse un peu parce que si je m'étais écoutée, je pense que j'aurais eu peut-être trop peur et j'aurais fait: «Non, non, en fait, je le sens pas». Et j'ai souvent cette réaction quand je m'apprête à faire quelque chose de très important dans ma vie. Ma première réaction, c'est d'avoir hyper peur. Parce que je pense qu'instinctivement, je sais que ça va être un grand changement. Est-ce que tu penses que ça s'apparente à une crainte de la réussite? Des fois, on sent que, pas forcément ça peut être dans une relation. Là, tu sentais que ça allait être quelque chose d'hyper important. Il y a vraiment un truc de ressenti, d'intuition, de petite voix intérieure. Et des fois aussi, quand on s'apprête à créer quelque chose, on se dit: «Je sais pas pourquoi, ça peut marcher, ça va marcher». Et du coup, moi, des fois, ça me paralyse le fait de me dire, de sentir, de savoir que ça va marcher. J'avais jamais vu les choses, sous cet aspect-là, mais je pense que tu as raison. Parce que c'est effectivement quelque chose que je ressens dans plein d'autres domaines et je peux même parfois un peu m'auto-saboter quand je sens que je vais réussir. Comme si je m'autorisais pas. Exactement, tu t'auto-sabotes. Moi, ça me colle des insomnies et je peux me saboter, ouais, carrément. Oui, et ben c'est possible. Je le remercie, d'avoir, voilà, un peu, bousculé les choses, il y a ce premier baiser, je rentre chez moi et en fait, très vite, je lui envoie un texto pour lui dire: «On se revoit demain, j'ai besoin d'aller» enfin, je comprends pas tout ce que je ressens là, c'est assez nouveau pour moi d'être autant emballée. J'ai toujours eu des relations assez mesurées où je prenais le temps, où justement je gardais le contrôle. Là, tout s'emballe très vite et voilà, j'ai envie de le revoir pour essayer de voir si j'ai toujours enfin, ces sentiments, ils sont bien là, ou si je me suis trompée. Donc on se revoit le lendemain et on va au cinéma et ça se passe hyper bien et voilà, je sens que cette relation, elle est complètement différente des autres. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est différente des autres? Au-delà de cette intuition, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui te font dire qu'elle est différente des autres? En fait, dans mes autres relations, je gardais toujours cette part d'indépendance très forte. C'est-à-dire que oui, j'étais en relation avec quelqu'un, mais ma vie personnelle, professionnelle, enfin, mon moi, en gros, passait avant. C'est un peu narcissique, hein, égoïste peut-être de dire ça, mais voilà, je mettais quand même une certaine distance avec l'autre. L'autre n'allait pas changer mes plans, en fait. J'avais mes petits plans de carrière, mais et c'était pour la première fois que là, je me disais: «Bah non, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, il va passer avant» et il y avait surtout ce truc de me dire, je l'ai senti tout de suite que ça allait être l'homme avec qui j'allais passer, voilà, un bon bout de vie. Alors qu'à la base, je suis pas une romantique, je veux dire, j'attendais pas le prince charmant ou j'avais même une vision du couple assez cynique. Mais là, c'était tout le contraire. Je me disais: «Non, non, mais c'est lui, il se passe un truc», comme si j'avais rencontré un peu, c'est cliché de dire ça, mais une sorte d'âme sœur. Il y avait un truc, vraiment très fort, mais que je pouvais pas expliquer. C'était pas très rationnel, en fait. Je savais juste que voilà, c'était lui et très vite d'ailleurs ma famille m'a dit: «Waouh, je sais pas, la façon dont tu en parles, la façon dont tu te comportes, on sent qu'il se passe quelque chose de très différent». Et c'était d'autant plus fou, comme je te dis, que, je n'avais pas du tout cette image, enfin, je ne renvoyais pas cette image voilà, d'une femme qui tombe amoureuse facilement, qui se laisse emporter dans des relations. Moi, j'étais hyper rationnelle, justement à toujours freiner. Donc là, c'était le jour et la nuit. Donc mes proches ont un peu halluciné. Après ce premier baiser où tu te laisses porter, où tu as la conviction intime que cette histoire va être importante et que ce garçon va être important dans ta vie, du coup, tu fonces, tu y vas? Oui. Ah oui, à partir de ce moment-là, on y va à fond. Je vais très vite, dormir chez lui et ne plus repartir dans mon appartement. J'ai pas lâché mon appartement tout de suite parce qu'il y avait quand même cette, part d'indépendance en moi. J'avais jamais vécu avec quelqu'un avant, hein. Donc je me disais: «Non, attends quand même, garde ton appartement» et dans la réalité des choses, j'y étais jamais. J'étais toujours chez lui. En plus, il avait vraiment un appartement, un peu plus grand que le mien, très sympa. Donc voilà, au bout de 6 mois, j'ai lâché mon appartement. Mais la chose surtout qui a été vraiment, révélatrice, c'est que, très vite, on s'est dit tous les 2 que ce qu'on vivait était très différent de ce qu'on avait vécu avant et qu'on se considérait pas seulement comme un petit copain ou une petite copine, c'est qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et on se disait: «Mais comment on peut le symboliser ça, cet amour et cette envie d'être ensemble?» Alors là, on était très, très romantique, et c'est lui qui m'a dit: «Et si on se fiançait?» Et moi, je dis: «Mais attends, se fiancer, ça veut dire quoi, en fait, concrètement?» Alors oui, effectivement, ça veut dire qu'on va se marier, mais on se voyait pas forcément se marier, mais on avait très envie de rendre notre relation très officielle. Lui, il me disait: «Moi, j'ai pas envie de te présenter comme ma petite copine, mais
Ma fiancée, bah, je trouve que voilà, c'est quelque chose d'engageant, de symbolique, et c'est comme ça qu'un mois et demi après, en fait, ce premier baiser, on s'est fiancés tous les deux. On est allé acheter une bague. Je crois que c'était aux Galeries Lafayette à l'époque. Mais juste entre nous. Alors on l'a dit à nos proches qui devaient se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin c'est quoi ce délire quoi? Mais nous on était là dans notre petite bulle tous les deux. On était vraiment à fond. Donc voilà, au bout d'un mois et demi, on se fiançait et moi je me suis pas dit enfin, je me suis dit c'est sûr, oui oui c'est lui. Il y avait vraiment pas de doute là-dessus quoi. Et lui me disait la même chose. Il me dit c'est toi et je le sens. C'est joli cette façon d'inventer, de trouver un symbole à vous, de votre engagement, je trouve, avec, cet engagement, intime entre vous, qui n'est pas, comment dire? Officiel devant une quelconque institution, mais juste de marquer le coup entre vous. C'est vouloir écrire le mot, on est ensemble et c'est important entre nous. C'est-à-dire que vous êtes super honnêtes l'un envers l'autre aussi. Oui, c'est vrai. Puis on avait vraiment, ouais, ce besoin comme tu dis, de poser un mot pour qualifier notre relation qui n'était pas juste une relation parmi d'autres, alors que c'était le tout début. Et après ça, quelles vont être les prochaines étapes? Bah après, on va aller hyper vite. C'est-à-dire que, donc déjà, on s'est fiancés. Moi, je vais lâcher mon appartement et vivre avec lui. Et très vite, et c'est ça qui va en fait, comment dire, qualifier un peu notre relation, c'est qu'on va beaucoup mélanger la vie professionnelle et personnelle. Donc, moi, à l'époque, je travaille dans une entreprise et je suis responsable marketing et communication. Lui vient de rejoindre une start-up et il a déjà ce côté très entrepreneurial. Et c'est en discutant qu'il me dit ça serait bien qu'on crée un site internet. On a beaucoup parlé de mes talents de dessinatrice. Et c'est l'époque des blogs de Pénélope Bagieux, de Margot Motin. Il dit, ça serait bien que tu dessines aussi. Et moi, je me dis, mais j'ai jamais dessiné de personnage. Je ne sais même pas me servir d'une tablette graphique. Je connais pas Photoshop. Enfin, je mets beaucoup d'obstacles en me disant, mais je ne sais pas faire tout ça. Et c'est lui vraiment en discutant qui me dit mais ça serait bien quand même de creuser un peu le sujet. Et très vite, il va m'offrir une tablette graphique. Et voilà, je vais commencer à m'entraîner et me mettre en relation avec l'un de ses amis qui me forme à deux, trois choses sur Photoshop. Donc tout doucement, il m'emmène un peu vers la création d'entreprise parce que lui, ça l'habite en fait. Il a toujours plein d'idées, il a toujours envie de faire beaucoup de choses. Et assez rapidement, voilà, l'idée de créer un site internet autour des nouvelles technologies va germer dans son esprit. Et moi, je me laisse porter parce que c'est hyper excitant, parce que j'adore en fait cette flamme qu'il a en lui de pas rester dans les rails, d'avoir toujours plein d'idées, etc. Alors que moi, je suis beaucoup plus une suiveuse, mais qu'en même temps, j'ai cette petite flamme en moi qui demande qu'à grossir et voilà, donc très vite, notre relation, elle va à fond au niveau personnel, mais aussi professionnel, ça se dessine, puisque bah, un an après donc ce premier baiser, je décide de quitter mon travail pour me mettre à fond sur le site que l'on va créer ensemble et qui s'appelle Copine et qui est encore mon pseudo aujourd'hui. Et pourquoi Copine? Parce que à l'époque, je commence à dessiner des petites anecdotes sur mes copines au boulot. Et voilà, et je m'entraîne à dessiner des petites blagues. Ses amies, enfin ses femmes, elles sont toutes différentes, donc je trouve ça rigolo justement de comment dire, d'inventer des petites histoires en fonction de leur statut. Il y a celle qui est célibataire à Paris, celle qui est maman et qui doit jongler entre la vie pro et la vie de famille. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont hyper intéressantes et en fait, je me fais la main au niveau du dessin et au niveau de la construction des sites internet. Donc voilà, les gens nous voient de l'extérieur, on est vraiment ce couple tout le temps ensemble et qui en plus décide de travailler ensemble. Et là, tout le monde me dit, je me rappelle à l'époque, fais attention, tu vas trop vite, et si ça marche pas, etc. Mais alors moi, j'ai vraiment des œillères, quoi. Le truc, c'est, bah non, mais en fait, j'y vais, et puis si ça marche pas, je fais autre chose. Enfin, je veux dire, on rebondit dans la vie et j'ai même pas peur, en fait. Alors que je me lance dans des choses que je connais absolument pas. Et je sors complètement de ma zone de confort. Mais j'ai toujours ce truc instinctif de me dire que je pense qu'il faut que je le fasse. L'amour donne des ailes. Là, vraiment, il souffle, enfin, il insuffle l'étincelle, comme tu dis, et hop, il y a la flamme qui s'allume, et hop, tu t'envoles. Bah, il y a vraiment ce côté-là, oui. Il a un petit côté Pygmalion, mentor. En tout cas, c'est la confiance qu'il te donne aussi qui t'aide à y aller et à peut-être mettre un peu de côté tes doutes. C'est ça aussi qui est beau dans le duo. Après, je minimise pas du tout, en revanche, ta force à toi et c'est toi qui vas, quoi. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides d'y aller, c'est toi qui dessine. C'est un beau partenariat, quoi. Oui, 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 complètement. Et j'ai souvent dit en rigolant, mais t'as plus confiance en moi que moi
en moi. Et c'est vrai que j'ai vraiment confiance en lui, en ce qu'il pense, alors attention, hein, je veux pas non plus faire le portrait d'une relation idyllique, où il n'y a pas de dispute, parce que ça, c'est un autre aspect de notre relation, c'est qu'on a tous les 2 des caractères très forts, en fait. Alors je m'étais complètement trompée, hein, sur ma première analyse. Ce n'est pas du tout un gentil, non. En vrai, il est adorable, mais dans la vie intime, c'est quelqu'un qui est très impulsif. Et quand 2 personnes impulsives se rencontrent, mais c'est la catastrophe, en fait, parce que, et on est très sensibles tous les 2. Donc en fait, on absorbe l'émotion de l'autre. Moi, si quelqu'un s'énerve, je vais avoir tendance aussi à m'énerver au lieu d'apaiser. Et lui fait la même chose. Donc au début de notre relation, c'est voilà, aussi beaucoup de disputes, de remises en question, et on va devoir apprendre à se caler tous les 2. Calmer un petit peu le jeu, s'écouter, ne pas, s'enflammer, au moindre désaccord, mais avec toujours cette volonté de s'améliorer. Ouais, vous faites du bien l'un à l'autre et vous apprenez de l'autre, de votre relation et au final, vous vous faites du bien. Et vous allez vous lancer dans cette aventure de blog avec tes dessins et vous parlez de texte, c'est ça? Oui, bon, ça c'est une erreur, mais en même temps, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est qu'on crée ce blog en fonction d'un besoin économique, c'est-à-dire, voilà, des annonceurs nous ont dit qu'ils avaient besoin d'avoir un média, mais pas du tout en fonction de mon intérêt. Et moi, les nouvelles techno, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, les jeux vidéo non plus, donc bah, je tombe dans les pièges, hein, parce qu'en fait, comme ça ne me plaît pas, j'en parle pas bien. Mais tu vas trouver un autre sujet qui va plus te parler, non? Bah oui. Alors ça va arriver peut-être 2-3 ans après, parce qu'en fait, donc je vais tenter ce blog sur les nouvelles techno. Finalement, ça va pas trop marcher, donc je vais reprendre un travail. Et alors que je reprends voilà, un travail salarié, bah, je tombe enceinte et je reprends ma tablette graphique. Et cette fois, je parle de la maternité, parce que voilà, ça me fait rire. Je trouve que c'est tellement énorme cette aventure. Et que moi j'aime bien l'humour, et que je trouve ça trop drôle de bousculer un peu les tabous à ce sujet, de pas voilà toujours en faire un portrait idyllique. Et en fait, ça marche hyper bien. Bah, c'est un peu le moment où il y a Florence Foresti qui sort ses sketchs sur la maternité, donc il y a une espèce de mouvance il y en a marre qu'on nous dise que c'est que du bonheur et que la maternité c'est génial. Et que l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie. Ah oui, non mais alors ça c'est pas une énorme blague. Du coup, mes dessins, les dessins que je poste au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, alors c'est Facebook à l'époque hein, qui marche le mieux. Les dessins sont partagés, relayés, et ma communauté explose. Et moi, je m'éclate à dessiner sur la maternité. Donc, j'ai à la fois un travail salarié et en même temps, je me suis perfectionnée au dessin. Je commence à avoir des partenariats aussi de marques sur la grossesse, parce que étant moi-même jeune maman, on me sollicite. Tout grossit de plus en plus, jusqu'au moment où je suis contactée pour écrire mon premier livre. Et donc j'écris ma première BD, qui est bien sûr liée à ma vie de famille, puisque je dis toujours aux gens, je caricature bien sûr, parce que alors c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt un livre illustré, c'est-à-dire que voilà, il y a une illustration par page, et c'est vraiment raconter la maternité et la vie de parents avec autodérision. Et bien sûr, je m'inspire de mon quotidien. C'est moi que je dessine et c'est mon mari Nicolas que je dessine, mais je caricature et je m'inspire aussi de ce que les copines me racontent. Voilà, on partage nos expériences. L'idée étant avant tout de se marrer, voilà, autour de ces sujets-là. Et donc, ça s'appelle Que du bonheur ou presque. Et c'est vrai que ce livre se vend très vite, très bien. C'est assez grisant. D'ailleurs, je me rappelle que je sais plus, c'est une lectrice qui m'avait envoyé le top Amazon de l'époque, et il y avait en gros les culottés de Pénélope Bagieux, et j'étais juste en dessous avec Que du bonheur. Et comme j'admire beaucoup Pénélope Bagieux, c'était une grande victoire pour moi de me dire waouh, quand même. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on décide de changer de vie une première fois, puisque le gros cliché hein, de personnes qui habitent à Paris, qui commencent à avoir des enfants, on aimerait habiter dans un appartement plus grand, mais les prix étant ce qu'ils sont à Paris, on se dit, et si on partait en province pour voilà, avoir une qualité de vie un peu meilleure. Je fais juste un aparté ici pour te résumer tout ce qui va se passer dans la folle vie de Céline et Nicolas à ce moment-là. Ils déménagent donc à Lyon, ils font un deuxième bébé, puis un troisième bébé surprise, il n'était pas attendu. Céline continue le blog copine tout en donnant naissance à ses enfants, et elle sort le tome 2 de Que du bonheur. À Lyon, ils se lancent dans une nouvelle aventure, celle de la restauration. Ils ouvrent 2 restaurants en 2018 et 2019, jusqu'à, tu t'en doutes, l'arrivée du Covid, qui va les pousser à prendre une décision très importante,
fermer les restaurants, quitter la ville pour aller s'installer en pleine nature dans les Cévennes et créer des chambres d'hôtes. Allez, retour au direct. Vous vous installez dans cette nouvelle demeure et toi, tu te remets à dessiner et c'est là que tu commences à travailler sur Viens, on change de vie? Le projet, il naît avant, il naît quand on est encore à Lyon. Enfin, ça va être une période horrible, 2021, 2022, déjà parce que c'est difficile avec les restaurants, qu'on a vraiment l'impression que l'argent coule à flot mais ne rentre pas, donc on est très stressé, que le projet dans les Cévennes va être difficile à monter, parce que les banques, elles sont frileuses, elles veulent plus suivre, et voilà. Les gens qui nous voyaient évoluer nous disaient souvent « Ah, mais vous avez de la chance !» Et parfois, je me disais « Mais c'est pas vraiment de la chance, en fait, c'est juste que, voilà, on prend des décisions à un moment donné et on fait en sorte que nos projets fonctionnent. » Et quand je vois ce projet-là d'aller en Cévennes qui stagne tellement, qui est si difficile, j'en parle avec Nicolas, je dis, tu sais, si ça se fait, je crois que j'en ferai une BD, parce que justement, les gens nous disent tellement qu'on a tout le temps de la chance, et je voudrais leur montrer que ça n'a rien à voir avec de la chance, et que là, c'est un des projets les plus gros qu'on ait à monter. Et je le fais, enfin, j'ai cette idée aussi pour peut-être insuffler aussi un petit peu de courage à ceux qui ont envie de faire des choses, mais qui n'osent pas se lancer. Et je me dis, voilà, ça va être une façon peut-être de mettre sur le papier toutes les galères qu'on a pu avoir. Et moi, ça me fera du bien. Et en plus, si je peux voilà, aider d'autres personnes à se sentir moins seules quand elles se lancent dans des aventures, et ben, ça sera super. Et c'est pendant l'été, quand on a enfin déménagé et que ça s'est enfin fait, que je commence voilà, à publier les premières pages sur les réseaux. Canon. Et après, tu lances ta campagne nulle pour t'auto-éditer, c'est ça? Oui, parce que j'ai été éditée donc pour Que du bonheur. Et là, j'ai envie de changer un peu voilà, de façon d'être publiée. Ça fait un petit moment que l'auto-édition m'attire, mais que j'ose pas me lancer. Et puis voilà, je vais prendre des informations auprès de personnes qui ont tenté cette aventure, qui vont me dire, tu verras, en fait, l'auto-édition, c'est bien plus facile qu'on ne le pense. C'est beaucoup de boulot, mais en vrai, ça se fait. Et moi, j'ai déjà la chance d'avoir une communauté qui me suit. Parce qu'en fait, c'est ça un peu la condition quand on fait de l'autopublication, c'est qu'il faut déjà avoir des lecteurs, parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, moi, les gens suivent déjà mes BD. Donc, effectivement, je vais partager mes planches jusqu'en mars, je crois, en gros de septembre à mars. Et puis en mars, je vais dire à tout le monde, voilà, maintenant, si vous voulez la suite, soutenez-moi. Et ça va bien prendre, en fait. Et alors, Céline, quand tu regardes tout ce parcours, depuis ce premier café, pour lequel tu n'attendais absolument rien, jusqu'à aujourd'hui, cette maison en pleine nature, vos 3 enfants, tous les animaux qu'il y a autour, le fait que tu vives de la BD, tous les projets que vous avez eus tous les 2 pendant toutes ces années. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu regardes ça? Comment tu interprètes, le fait que Nicolas soit entré dans ta vie, que, ton intuition t'ait parlé, que l'univers t'ait parlé? Comment tu interprètes tout ça? Alors effectivement, j'accorde, j'ai ce petit côté spirituel un peu qui s'est développé au fur et à mesure, et oui, j'essaye de reconnaître, les signes quand je peux. En revanche, je pense qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une rencontre, on attire aussi les gens que l'on veut attirer, et que, voilà, moi j'ai senti très vite que Nicolas, pourrait me faire du bien et m'apporterait des bonnes choses. J'espère que lui aussi il l'a senti. Et vraiment, j'ai beaucoup travaillé pour cette relation aussi, pour qu'elle évolue. Mais il y a un côté mélange entre effectivement destin, mais aussi, à un moment donné, quand on sent qu'il y a quelque chose de bien qui peut nous arriver, c'est tout faire aussi pour que ça se passe bien, pour laisser l'autre entrer dans sa vie, lui donner la place dont il a besoin, et puis aussi évoluer, parce que c'est sûr que quand je vois Céline et Nicolas de 2007, on a beaucoup changé depuis. Et ce qui fait la force de notre relation, c'est qu'on a toujours voulu évoluer pour faire en sorte que les choses se passent bien. Cette envie de s'améliorer et d'être une meilleure version de soi-même. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime moi, dans un couple. Pour moi, dans un couple, on doit s'élever à deux. C'est-à-dire que mutuellement, on s'apporte des choses pour grandir ensemble. Et c'est ce que je sens beaucoup dans notre couple. On est passé de deux personnes impulsives qui, toujours dans l'émotion, partaient dans des délires et tout, à on a réussi à parler, à communiquer, à se dire les choses, à être honnête. Quand les choses commencent à s'envenimer, parce que bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on discute, on pose les choses à plat,
On essaye d'évoluer, on met l'ego de côté et puis on essaye d'écouter l'autre, même si on le fait pas tout de suite parce que voilà, on il faut prendre le temps aussi parfois d'analyser les choses. Mais, pour moi, ma relation, elle m'a fait grandir. Alors c'est très cliché de dire ça, mais je le sens vraiment comme ça et tant que je sentirai ça dans notre relation, je pense que ça marchera. Le jour où on ne cédera plus à s'élever, c'est que quelque chose sera cassé. Est-ce que pour conclure, Céline, tu me donnerais des hashtags pour décrire Nicolas? Oui, alors je pense que le premier, ça serait, la ténacité. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. C'est à la fois très agaçant et en même temps, c'est une très belle qualité. Là où moi, j'avais tendance à me décourager, Nicolas, jamais. Il est impulsif aussi. Alors c'est rigolo parce que je disais au début qu'il était, gentil, puis finalement non, mais en fait, si, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande gentillesse et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est, je le vois avec les gens, avec les animaux aussi, c'est quelqu'un de gentil, mais vraiment au sens, parce que parfois je trouve qu'on accorde un sens péjoratif à ce mot. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de bon et de gentil. Et alors je sais pas comment résumer l'autre, hashtag, en un seul mot, mais, c'est une personne qui est toujours dans l'apprentissage. Il est toujours en train d'apprendre des choses. Ça va être, sportif, ou l'autre, là, en ce moment, il s'entraîne au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'il travaille sa mémoire pour améliorer sa mémoire. Il est toujours en train de lire beaucoup de choses. Il s'endort pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Super, merci Céline. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way.